Anne-Sophie est avec nous ou pas? On a perdu entre-temps. On n'a pas perdu notre huissier quand même. Non. On Ah, n'a pas l'huissier. Je me suis débarrassée des enfants. Voilà. Bon, du coup, je vais vous présenter justement les intervenants du jour. Avec Pascal et Anne-Sophie, on a formé ce trio au Salon des entrepreneurs à Paris, puisque la Chambre nationale des huissiers de justice organisait une conférence. Donc, Anne-Sophie les représentait et vous avez sollicité avec Pascal pour parler de la partie facturation, pour ma part, de la partie recouvrement à l'amiable pour Pascal et de la partie, donc Anne-Sophie se chargeait de la partie recouvrement judiciaire. Donc, on sait que ce sera intéressant de reformer le trio aujourd'hui pour vous reparler de cette partie-là. Je vais peut-être vous laisser vous présenter en 2 mots Pascal et Anne-Sophie. Ouais. Sophie, je t'en prie. À moi. Ok. Alors, Anne-Sophie Despairés, je suis huissier de justice à Paris, comme c'est indiqué sur l'écran. J'ai une étude de 6 personnes. Et donc, j'interviens essentiellement à Paris, mais également sur toute la France avec du pilotage. Et je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, je suis Pascal. J'ai créé sefairpayer.com en 2005. Et en mai 2019, j'ai vendu l'entreprise à une filiale de la Chambre nationale des huissiers de justice. Et je reste comme directeur salarié de la plateforme. Nous proposons du recouvrement amiable et on fait des recouvrements judiciaires également. Donc voilà, donc on estime à peu près 1h30 le webinaire, c'est le temps qu'on avait estimé qu'on avait fait au Salon des entrepreneurs à Paris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via la partie conversée. On les prendra, en fait, on va faire chacun notre partie et puis entre chaque partie, on prendra vos questions pour essayer d'y répondre. Alors, donc on avait mis un petit contexte pour démarrer quand on était à Paris. Et je pense que vous le connaissez parce qu'il vous concerne tout particulièrement. C'était sur vous le verrez si vous voulez qu'on vous transmette le document, après on vous le transmettra, mais c'était sur les chiffres qui montrent que les TPE sont les plus touchés par les impayés, qu'en moyenne vous avez vos factures sont payées 17 jours plus tard que pour des entreprises de plus grosse taille. Donc, il y a un vrai enjeu pour les TPE. En plus, on est dans un contexte hyper particulier où la trésorerie, c'est, je pense, votre préoccupation de chacun quotidienne. Donc, en tout cas, c'est le moment, vous avez du temps pour vous poser ces questions et remettre à plat vos process. Donc c'est l'idée du jour. Moi, je vais vous parler de la partie prévenir en amont du recouvrement. Et on voit que les entreprises qui ont une facturation propre, qui respectent bien les règles, attirent moins les impayés que les autres. Pascal vous en parlera, mais il dit qu'il y a des rôdeurs selon les secteurs d'activité, des spécialistes des impayés, et que si vous avez une facturation qui dénote un manque de professionnalisme, de sérieux, vous attirez plus facilement les impayés ou au moins les personnes font tarder aussi le règlement. L'idée, c'est de faire des factures en bonne et due forme. Je remets un mot, je pense que vous étiez nombreux à être là déjà au webinaire sur la facturation, donc je ne vais pas insister, mais il y a plein de choses qui sont faites sur la facturation au niveau légal, qui va être de plus en plus, cette partie légale va être de plus en plus cadrée. Parce qu'il y a des gros enjeux sur la TVA pour l'État. C'est 47% du budget de l'État, la TVA. Donc, il y a des gros enjeux pour sécuriser ça. Ils se rendent compte qu'il y a énormément de fraude. Donc, il y a des choses qui ont été faites déjà avec la norme NF 203, où vous devez avoir des factures inaltérables, où vous pouvez prouver que vous n'avez pas modifié une facture, supprimer un document. Dans ce cas-là, le top, c'est d'utiliser un logiciel certifié. Donc, nous, on a passé la certification Evolise pour vous. Donc, au moins, vous êtes tranquille de ce côté-là. Et il va y avoir de nouvelles choses qui vont être mises en place. Déjà cette année, Chorus Pro pour les entreprises qui facturent l'administration. Donc, vous êtes obligé de basculer vos factures sur la plateforme Chorus Pro. La liaison sort bientôt sur Evolise, donc vous pourrez le faire directement en un clic depuis votre environnement Evolise.
Et il y a des choses qui arrivent. Il y a une réflexion. Alors, je pense que c'est en stand-by dans le gouvernement, mais il y a un projet de loi finance qui est en réflexion en ce moment. L'idée, ça serait de toutes les factures entre professionnels, qu'elles passent par une plateforme. Alors, est-ce que ce sera Chorus Pro? On ne sait pas. Mais il y a un test sur Chorus Pro qui est fait en ce moment, qu'on suit de très près. On est d'ailleurs dans les éditeurs, dans le POC, qu'on appelle, donc dans les éditeurs qui font le test. L'idée du projet de loi finance, c'est d'avoir la main, entre guillemets, sur toutes les factures qui sont faites entre professionnels pour deux choses, limiter la fraude et peut-être même pré-remplir vos déclarations de TVA. Donc, vous pouvez aller voir, mais le document sera rendu, la date était pour septembre, donc on ne sait pas si ça sera retardé, mais en tout cas, ils annoncent la date de 2023 pour le début du déploiement d'une plateforme, quelque chose comme ça, pour faire passer les factures entre professionnels. Il faut savoir qu'il s'appuie sur beaucoup de pays européens. Le plus marquant, c'est l'Italie qui a mis en place cette mesure, un espèce de Chorus Pro. Ils ont mis en place ça en 2019. En 8 mois, il y a déjà eu plus 1,4 milliard d'euros de recettes de TVA. Donc, c'est très concluant et ça donne des idées à pas mal de pays européens. Alors, je vous le disais, sur la prévention, il y a la qualité des documents qui est hyper importante. Déjà, c'est l'image de votre entreprise et en plus, c'est ce qui va vous protéger dans certains cas, notamment pour la partie CGV. Je démarre direct sur les CGV. Je ne suis pas spécialiste des CGV. Si vous avez des questions, il faut se rapprocher d'un avocat. Mais il y a déjà des choses qui sont indispensables. Donc, vous avez le site du gouvernement, vous avez toutes les mentions obligatoires. Je l'avais déjà cité la semaine dernière. Je rajoute que c'est une sécurité pour vous parce que vous pouvez intégrer des choses dans ces CGV. Je pense par exemple à la clause de réserve de propriété. Pour ceux qui vendent des marchandises, si vous avez cette clause dans vos CGV, ça va vous permettre, si le client ne vous paye pas, de récupérer la marchandise que vous avez livrée. Donc, c'est hyper important d'intégrer ce genre de clause et ça va avoir un intérêt pour vous, pas seulement pour vos clients. Vos CGV, elles ne sont pas obligatoires, je le redis. Par contre, si un client vous les demande, vous devez les présenter. Donc, tant qu'à faire, pour ceux qui ont du temps à tuer, profitez-en pour intégrer cette partie CGV. Il faut bien que vous notiez que les CGV, vous devez les présenter à votre client avant qu'il passe commande. Si vous les mettez juste dans la facture, ça n'a pas lieu d'être. Il faut les mettre dans le bon de commande ou dans le devis. Comme ça, il en prend connaissance avant la commande. Si vous en créez, il y a des choses qui sont obligatoires à intégrer. Vous devez mettre dans vos CGV vos délais de paiement. Ça, c'est hyper important, les délais que vous proposez à vos clients. Vous devez mettre également les conditions d'escompte, si vous en faites. Donc, escompte, c'est si un client vous règle en anticipé, vous pouvez lui attribuer une remise sur le montant de la prestation. Donc ça, vous devez le marquer dans vos CGV. Vous devez mettre également les pénalités en cas de retard de paiement et une indemnité forfaitaire pour le recouvrement. Si vous allez jusqu'au recouvrement, vous devez intégrer cette partie-là. Ça, c'est quatre choses, mais vous retrouverez tout ça sur Internet. Juste, moi, je vous alerte sur intégrer des CGV, c'est mieux. Et en plus, mettez-les en amont de la commande. Sur le process de vente, Anne-Sophie vous en parlera, mais si vous avez un process bien lié, cloisonné, ça va être plus simple après pour le recouvrement. Plus vous avez de preuves, de documents, plus c'est propre. Donc, dans ce cas-là, pour le process de vente, sur Evolise, vous pouvez utiliser toute la chaîne devis, contrat, bon de commande, bon de livraison, facture. Vous n'hésitez pas. Validez bien les adresses d'envoi et de vos destinataires. Ça, c'est pour ceux qui facturent plutôt des grands groupes. Vous pouvez direct prendre 1 semaine, 2 semaines de retard dans le paiement parce qu'on n'a pas envoyé à la bonne unité, à la bonne personne. Sur Evolise, vous avez en plus le système si vous envoyez les liens web documents, vous avez le système de tracker, de suivi qui vous indique si le mail a bien été reçu, si ce n'est pas parti en spam, etc. Donc, vérifiez-les, surtout quand c'est des grands groupes.
Conservez tous vos documents, vos échanges. Pareil, ce sera des preuves derrière pour Pascal et Anne-Sophie pour faire le travail correctement et même pour pouvoir faire le travail. C'est une condition sine qua non pour pouvoir utiliser le recouvrement. Ils vous en parleront mieux. Mettre ses coordonnées bancaires, il n'y a aucune obligation, mais pitié, mettez-les sur votre modèle de facture. Vous les mettez en dur dans les modèles. Comme ça y est à chaque fois et vous ne prenez pas déjà une semaine de délai parce que le client n'a pas votre RIB et du coup, il attend de prendre un moment pour vous appeler pour avoir les coordonnées. Donc, vous envoyez un mail. Mettez-les sur vos factures, on n'en parle plus. Les mentions obligatoires, je vous ai remis le lien ici pour toutes les trouver. Donc, vous pourrez aller consulter tout ça. Et ce que je vous disais, alors faites-vous aider. Déjà, vous utilisez un logiciel certifié, donc il y a une partie de cette qualité de document qui est pensée pour vous, qui est mise en place pour vous. Les mentions obligatoires, on en intègre déjà toute une partie. Sur la partie mention obligatoire, vous pouvez compléter ça avec votre cabinet comptable. C'est eux qui ont la connaissance. Pour la partie CGV, avec un avocat. C'est eux qui maîtrisent cette partie-là. Et puis, vous pouvez les intégrer, les CGV, sur Evolise aussi. Sur la partie vérification de la solvabilité de vos clients, avant même de travailler avec une entreprise, le mieux, c'est de vérifier qu'ils sont solvables. Alors, il y a plein de moyens pour ça. L'idée, c'est, si vous faites du B2B, vous avez des choses qui le permettent. Le Trésor public ou l'URSSAF, vous pouvez leur demander des informations. Alors, juste à prendre avec des pincettes, c'est des informations qui sont sur le dernier exercice de la société. Donc, il y a un peu d'antériorité. Donc, potentiellement, ça a bougé entre-temps, mais ça donne déjà une indication. Vous pouvez aussi intégrer des organismes comme Infogreffe, qui, eux, sont sur du temps réel. Infogreffe, ils vont vous donner, par exemple, ils vont vous dire s'il y a une procédure en cours sur une société. C'est une liquidation judiciaire ou ce genre de choses. Ils peuvent vous dire l'état d'endettement d'une société également. Donc ça c'est plutôt top, surtout si vous avez un gros client, par exemple. Ça peut permettre de le faire. Je vous ai mis en plus derrière alerte Infogreffe. Il vous propose de garder des alertes. Donc, si vous avez votre chiffre d'affaires, il se répartit sur peu de clients, ça peut valoir le coup de se mettre des alertes et du coup, vous recevez un mail dès qu'il y a une procédure qui est ouverte sur une de ces sociétés. Alors, consulter le site et les documents commerciaux de l'entreprise, justement, ça revient à ce qu'on se disait, c'est votre image, vos documents commerciaux. Donc, ça marche pour vous, mais ça marche aussi pour les autres. Ça vous donne une image du sérieux de l'entreprise. Si déjà tout est fait dans les règles de l'art, que les documents sont bien construits, etc., qu'il y a les mentions, qu'est-ce qu'il faut, qu'ils ne vous envoient pas une facture sur Excel ou ce genre de choses, déjà, ça veut dire qu'on est sur une entreprise assez sérieuse. Et renseignez-vous auprès de votre réseau professionnel. Ça c'est la base. Ça ne vous coûte rien. C'est la première chose que vous devriez faire, surtout quand on est dans un secteur d'activité où tout le monde se connaît, entre guillemets. Il y a des professionnels, des retards de paiement. Il y a des professionnels des impayés. Donc, surtout sur les sociétés en retard de paiement, souvent, c'est tout le temps les mêmes. Donc, n'hésitez pas à demander un petit peu à votre réseau professionnel. Et si vous êtes dans une période difficile, peut-être qu'il vaut mieux retarder un contrat avec ce genre de société ou même ne pas le faire plutôt que se mettre en porte-à-faux. Suivez vos bons payeurs et quels sont les délais de paiement. Souvent, on retravaille avec des sociétés, pas tout de suite, donc pas dans un délai très court. Vous avez le suivi pour ceux qui utilisent Evolise, vous l'avez dans Evolise, vous avez un rapport dessus. Donc, n'hésitez pas, mais même à la main ou autre, c'est important de suivre ces infos-là. Pour ceux qui font du B2C, donc qui facturent des particuliers, ce qu'on préconise, c'est de demander un acompte quand vous faites des missions pour ces particuliers. Ça vous prouve déjà le sérieux de la personne et son engagement dans le contrat. Alors, attention entre acompte et art. Si vous ne le précisez pas par défaut, c'est des arts. Donc, faites attention. Et demander les informations personnelles. Alors ça, vous pouvez demander soit une pièce d'identité, ce genre de choses. Derrière, Anne-Sophie en aura besoin si vous faites du recouvrement. Donc, vous pouvez demander aussi ça au moment du contrat.
Et je vous ai mis en gras, facturez tout de suite, le temps est compté. On le voit, en fait, plus vous attendez pour facturer, moins plus le taux d'impayé explose. Donc, plus vous facturez tôt, normalement, vous faites la prestation, vous avez déjà la facture. Vous la remettez le jour même à votre client. Et plus vous attendez, déjà, vous augmentez vos délais de paiement, ce qui n'est pas bon pour une entreprise. Et en plus, vous augmentez le risque d'impayé. Donc, même si c'est un client, même si vous le connaissez bien, même si, voilà, il y a toujours, même si vous n'avez pas le temps, on a toujours un tas d'excuses. Votre facturation, c'est le plus important. Les délais de paiement. Donc, l'idée, c'est de facturer le plus tôt possible, donc le jour de la prestation, vous facturez directement, et vous, vos fournisseurs, de négocier les délais de paiement les plus longs. Alors, je dis ça, gardez quand même une bonne relation avec vos fournisseurs, hein, parce que vous êtes, entre guillemets, dépendant d'eux. Mais l'idée, c'est en effet de raccourcir votre délai de paiement côté client et côté fournisseur de l'allonger. Attention, en B2B, si vous précisez rien sur la facture, le délai, il est de 30 jours à compter de la réception ou de la réalisation de la prestation. Donc, il y a 45 ou 60 jours dans certains cas, mais dites-vous que si vous ne précisez pas, votre client a 30 jours pour vous payer. Donc, si vous voulez du paiement à réception, des paiements plus courts, il faut le préciser. Je vous ai remis une capture d'écran certains doivent l'utiliser et le reconnaîtront peut-être, du prévisionnel de trésorerie d'un Evolise. L'idée, c'est d'avoir une visu sur votre trésorerie en cours avec votre solde actuellement en banque, ce qui est prévu en termes d'échéance, qui va arriver dans le mois. Surtout si vous avez des délais longs, il faut pouvoir les anticiper. Pareil sur la partie achat. Et du coup, de pouvoir avoir tout le suivi et savoir si vous allez être en solde prévisionnel négatif ou pas à la fin du mois. Alors, vos moyens de paiement. Je vous l'ai mis, aucun moyen de paiement ne peut être imposé à un client, mais il est possible de refuser des paiements par chèque ou CB si c'est clairement affiché. Alors, je vous ai mis par chèque, c'est parce que par chèque, on n'aime pas les chèques. Si vous pouvez les refuser ou si vous pouvez au maximum éviter ce moyen de paiement, on se rend compte que c'est l'un des moyens où les impayés explosent. En tout cas, il y a beaucoup de difficultés sur les chèques. Donc, privilégier d'autres moyens de paiement. Sur la récurrence, privilégier le prélèvement. Ça, c'est le top. Si c'est du ponctuel, alors l'ACB, si vous êtes en physique, le virement reste plus sécuritaire que les chèques. Après, pour ceux qui sont obligés d'utiliser des chèques, et on a encore des secteurs d'activité, l'artisanat ou autre, où c'est énorme le paiement par chèque. Il y a, pour ceux qui ont beaucoup d'impayés, regardez les solutions de sécurisation des paiements qui interrogent la Banque de France. Je vous ai mis Transax et Verifrance en exemple. Nous, voilà, à titre, on les a jamais utilisés. J'ai pas d'avis à vous donner sur ces solutions-là, mais vous pouvez regarder ce qui se fait de ce côté-là. Vous pouvez utiliser également ce qu'on appelle, alors les traites, c'est maintenant, on n'utilise plus trop, on utilise beaucoup l'affacturage. C'est une solution qui vous permet de céder votre facture à un tiers. Donc, par exemple, il y a des sociétés qui ne font que ça, de l'affacturage, où vous avez une facture, vous, d'un montant de 1 000 €, vous allez le céder, ils vont dans les 24-48 heures vous remettre 90-95% du montant et ils vont se charger de récupérer les fonds eux-mêmes. Il y a beaucoup de startups qui font de l'affacturage, il y en a qui fonctionnent presque à 100% de leur chiffre d'affaires en affacturage pour avoir la trésorerie tout de suite et pouvoir investir rapidement. Donc, à voir si ça correspond à votre activité. Pareil, il y a plein de sociétés qui le font. Elles ont tout un business model différent, une tarification différente. Donc, regardez. Mais si vous avez un moment difficile, ça peut être un moyen de faire rentrer de la trésorerie. Non. Sur les acomptes ou les arts, j'ai remis un point. Parce que justement, les arts ne vous engagent pas, n'engagent pas votre client à faire la prestation, alors qu'un acompte, oui. Donc, faites attention, si vous précisez rien, je vous l'ai dit, ce sera art par défaut. Vous, si vous voulez plus vous sécuriser, il faudrait passer par les acomptes.
paiement à l'avance ou paiement situation à l'avancement, pardon, ou facture de situation. Je vous en avais parlé la semaine dernière, le webinaire sur la facturation. Tous ceux qui ont des missions longues, et encore une fois, à la base, la facture de situation est utilisée beaucoup par le BTP parce qu'ils font des missions, des gros chantiers sur plusieurs mois. Moi, je vous invite, si vous avez des missions longues, à utiliser ce genre de facturation, tout simplement pour ne pas avancer trop de trésorerie. Donc, si vous êtes dans l'informatique, si vous êtes, voilà, n'hésitez pas à utiliser les factures de situation. Et paiement en ligne, alors il y a de plus en plus de sociétés qui le font. L'idée, c'est quand vous envoyez un document, de pouvoir vous faire régler directement en ligne. Ça réduit considérablement les délais de paiement. Vous avez, alors, Evolis, si vous l'utilisez déjà, on est connecté avec PayPal. Il y en a d'autres qui existent. Il y a Stripe, il y a PayPlug, il y a Conto qui le fait, donc des néobanques. Nous, on aimerait bien rajouter d'autres solutions. Aujourd'hui, on n'a que PayPal. On n'a pas d'action chez eux. On n'a pas de commission chez eux. Enfin, rien du tout. On a mis PayPal parce que c'est le leader sur le marché. Mais Stripe est en train d'exploser. Voilà. PayPlug, c'est un peu le concurrent français. Donc, on aimerait bien vous en proposer d'autres. C'est assez lourd à mettre en place et le maintien de la connexion est assez lourd, surtout que c'est sur des mouvements de fond, donc c'est tatillon, mais voilà. Sachez que nous, on en discute en interne. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir passer la main à Pascal sur la partie recouvrement à l'amiable. Attendez, du coup, je regarde juste. Merci Anaïs, c'est ce que je crois que tout le monde, si tout le monde m'entend, c'est merveilleux. Ouais, tout le monde t'entend. Ah, ok. Donc le recouvrement amiable, c'est quoi? Alors, rapidement, c'est plus de votre argent, c'est quand même votre image parce que c'est un gage de qualité de service et de faire respecter les accords qui ont été ou pas signés. Alors, on va aller maintenant un peu plus en avant. Anaïs, c'est toi qui passe la diapo. C'est ça, mon capitaine, je suis… Super, je te ferai un signe à ce moment-là. Donc, pour résumer un peu la philosophie et l'activité du recouvrement amiable, il faut regarder cette flèche que j'appelle la flèche du crédit client, qui va commencer par évidemment la date de facturation jusqu'au recouvrement amiable en passant par l'encaissement en interne. Je reviendrai très très rapidement sur la prévention, ce dont a été expliqué Anaïs avec les documents contractuels. Et je dirais tout de suite que on a le recouvrement que nous méritons. Je m'explique. Si on a des bons documents, si on a un contrat, un devis signé, si on a une facture clairement établie, derrière, c'est très, très facile d'encaisser et de faire du bon recouvrement. Si au contraire, parce qu'on a subi une pression un peu commerciale de la part du client, on n'a pas pu faire signer des bons de commande, eh bien, si on est tombé sur un client malfaisant, malveillant, eh bien, on aura toutes les difficultés de prouver notre bonne foi en phase judiciaire devant un juge qui, lui, sans état d'âme, va juger de manière factuelle. Donc, très, très important, la prévention, comme dans beaucoup de domaines, évidemment. Il faut faire attention. Alors, à partir de la date de facturation, Audin, ce dont on a parlé aussi un petit peu, là, c'est les délais de paiement. Il y a les délais de paiement contractuels et puis il y a surtout les délais de paiement subis. Parce que, encore une fois, si on est en phase d'acquisition de nouveaux clients, on aura tendance à être un peu laxiste sur les conditions financières. Mais quand on est laxiste sur les conditions financières pour acquérir des nouveaux clients, il faudra être en mesure d'être inflexible sur la façon dont on va réclamer son argent après. Donc, c'est pour ça, et j'insiste, qu'il faut avoir des bons documents et qu'ensuite, on peut lâcher un peu sur le crédit. Sur le crédit interentreprise, c'est ça, ce qu'on appelle ces délais de paiement.
c'est un peu ça, mais ces délais interentreprises, c'est quasiment 7 fois les prêts bancaires à court terme en matière de trésorerie. Donc en fait, c'est ce qui maintient notre système du crédit, enfin le système capitaliste. C'est-à-dire, on fait confiance à un client, on travaille et puis tu me paieras plus tard. Donc, tout l'enjeu, c'est de savoir réclamer en temps et en heure son argent. Alors, on a les grandes phases en interne jusqu'à la mise en demeure. Voilà un peu les délais, ce qu'on peut faire en interne. Et puis ensuite, comment on va déléguer le recouvrement amiable et bien sûr le recouvrement judiciaire. Alors là, on passe à la prochaine diapo. Et on se fait aider comment en matière de recouvrement amiable? Parce qu'en interne, on a tout de suite après la date de relance, on a pu envoyer justement une lettre de relance, un SMS, un email, on a pu appeler. Je conseille même d'appeler même avant la date d'échéance. Ça a la vertu de savoir identifier s'il y a des litiges liés à la livraison du service ou des produits. Vous relancez votre client sous le mode ben tiens, c'est un petit appel de qualité, est-ce que vous avez bien reçu en temps en heure, ça va? Et ça permet aussi de mettre un petit point sur le délai d'encaissement. Au fait, j'attends bien le virement ou le chèque, je dois bien le recevoir pour l'encaisser le 1er avril. C'est demain déjà. D'accord? Donc ça, la petite astuce, c'est si vous avez le temps d'appeler avant la date d'échéance au motif, prenez le motif commercial du suivi de la qualité de la prestation, parce que je sais que vous êtes tous un peu timides pour réclamer votre argent après la date d'échéance. Ah oui, il me doit de l'argent, mais bon, ça ne se fait pas ou je ne sais pas comment faire. Et justement, comment on peut faire après cette date d'échéance? Comment on peut se faire aider? Parce que vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas comment faire. Et puis, des fois, on est seul en face le client et se transformer en deux vendeurs, devenir gestionnaire de compte pour encaisser, c'était des fois pas simple. Alors, bah, déjà on peut poser la question à un ami, un copain, quelqu'un qui, comme on dit, qui s'y connaît, qui peut utilement vous renseigner, bon, s'il s'y connaît vraiment, bon, faire attention. Mais disons que les acteurs incontournables du recouvrement amiable en France, eh bien, vous avez les sociétés de recouvrement, j'y reviendrai, hein, les avocats, experts comptables maintenant, et les huissiers de justice. On pense pas souvent aux huissiers de justice, mais ils ont vraiment leur rôle à jouer dans l'amiable. Alors, l'ami qui s'y connaît, lui va vous aider justement à jouer le tiers. C'est plus vous qui appelez, mais c'est quelqu'un qui va réclamer l'argent et il ne prendra pas la pression de votre client. C'est ça l'utilité. Bon, c'est juste un premier niveau. Ça a un peu le mérite d'exister, mais des fois, ça ne suffit pas. Parce que ce qui compte, c'est aussi le professionnalisme que l'on met lorsqu'on a à faire du recouvrement amiable. Et puis, c'est l'habillage du papier en tête, quelque part. En fait, le vrai tiers de confiance qui relance pour votre compte, alors avec l'entête d'une société de recouvrement, d'avocat, d'un expert comptable ou d'un huissier. Et là, maintenant, on va voir l'utilisation qui sont faites, je crois, Anaïs, il y a une étude que l'on a menée auprès de prospects de clients. Quel est l'acte réflexe à qui on pense lorsqu'on fait on pense au recouvrement d'impayés? Eh bien, d'une manière un peu finalement réflexe et épidermique, on pense à l'huissier de justice, à l'avocat, et en troisième position, la société de recouvrement. On pose toujours la question à son banquier, parce que finalement, son banquier, son expert comptable, c'est évidemment des aides précieuses sur
sur la façon dont eux peuvent apercevoir la difficulté. Mais par exemple, votre banquier, lui, ne lui demandez pas de l'argent, sachant que vous avez des factures à recouvrer, quoi. C'est pas très sérieux. Il vous dira, occupez-vous de vos impayés d'abord avant de demander de l'argent. Alors, justement, on passe à la façon dont on peut gérer le recouvrement et en termes de stratégie, le recouvrement curatif, si on est un petit peu sur la façon amiable de gérer, l'avantage, c'est de ménager la susceptibilité. Évidemment que commercialement, on a des obligations, c'est de faire du chiffre. Bon, il ne faut pas le faire n'importe comment, c'est vrai, mais ça permet le recouvrement amiable. Finalement, c'est aussi une façon de terminer l'action commerciale, entre guillemets. Je sais que pour ce qui nous concerne, nous, les équipes, lorsqu'on doit faire du recouvrement amiable, on vend l'idée à votre débiteur de vous payer, parce que finalement, c'est aussi notre action commerciale. Alors, le recouvrement amiable est quand même aménagé tout de suite de manière à ce que vous voyez à qui vous avez affaire. Si vous ne connaissez pas votre débiteur, alors on peut ne pas le connaître sur la partie financière avec tous les outils dont Anaïs a parlé tout à l'heure, mais l'idée, c'est que très vite, une fois l'échéance passée, c'est de savoir à qui on a affaire. Votre débiteur, est-ce que c'est un gentil négligent, pas organisé, ou au contraire, c'est quelqu'un qui a prémédité le coup, qui a depuis le début a presque décidé de ne pas vous payer. Et en fonction de ces profils débiteurs, eh bien, soit vous aurez une bonne chance de recouvrer à l'amiable, ou soit de toute façon, ça passera en judiciaire parce que vous allez vous apercevoir, ah ben tiens, effectivement, celui-ci avait fait exprès de ne pas me signer le contrat. M'avait signé un devis, mais il m'a demandé des travaux supplémentaires. Et puis là, il ne m'a pas signé aucun document pour accepter ces travaux supplémentaires. Et on s'aperçoit que dans 80% des cas, chaque fois que nous avons un dossier qui est incomplet, le dossier, c'était une volonté manifeste du débiteur de ne pas payer parce qu'on sait qu'il c'est un coutumier du fait et qu'au tribunal, il y a plusieurs dossiers le concernant. Alors, ça, c'est une chose. Maintenant, pour la partie inconvénient du recouvrement amiable, c'est qu'on a un bon taux de recouvrement. Je dirais que 50% du recouvrement s'effectue dans le premier mois. Ça, c'est à peu près les taux. Mais ce n'est pas coercitif, c'est-à-dire que si on passe du temps à parler, on peut rester 6 mois et ça n'avancera pas le dossier. C'est pour ça qu'il y a du judiciaire. L'inconvénient du judiciaire, c'est que le coût peut paraître élevé, alors que pas du tout. Mais dans l'idée, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce tableau, c'est qu'on se fait l'idée du judiciaire comme étant coûteux. Alors que les frais, même si ces frais que vous les avancez, ils sont à la charge du débiteur lorsqu'il est condamné. Car l'avantage du judiciaire, c'est d'obtenir un jugement, une décision définitive, qui fait qu'ensuite on la fait appliquer. Et justement, donc ça, c'est nos amis huissiers qui font appliquer le jugement. Et j'insiste, Anne-Sophie l'expliquera très bien tout à l'heure, une partie très importante des frais seront à la charge des débiteurs. Alors, ça, c'est pour la partie curative. Pour la partie recouvrement préventif, évidemment, les avantages, c'est quand on fait de l'amiable, c'est qu'on n'engage pas de trésorerie. Le recouvrement amiable, c'est des lettres et des appels téléphoniques. Donc, de toute façon, c'est simple à utiliser. Les inconvénients, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est de se dire est-ce que je relance en mon nom et j'ai pas trop de moyens de pression entre guillemets, ou est-ce que je dois plutôt me faire aider par un professionnel? Et dans ce cas-là, il y a
il y a une partie il y a un coût évidemment que vous allez devoir supporter puisque le professionnel va faire payer son service. En judiciaire, il y a quand même des garanties qu'on peut faire jouer, notamment liées à, Anaïs en parlait aussi, comme quoi on est vraiment complémentaires dans cette histoire, liées à la clause de réserve de propriété notamment. Donc ça fait partie des quelques clauses avec la clause attributive de juridiction, la clause pénale, qu'il faut insérer dans vos conditions générales de vente, dans tous vos contrats. Ça, c'est intéressant. Bon, je ne reviens pas sur les documents contractuels, on en a parlé, il faut être hyper vigilant, identifier. On facture notamment, on ne se trompe pas, on ne facture pas l'enseigne commerciale, on facture bien la raison sociale. C'est hyper important. Hein, on ne facture pas le café des sports, on facture la SARL Pascal Bistrot. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Alors, page suivante. Alors, les freins au recouvrement, pourquoi on se dit on n'a pas envie de faire du recouvrement? Parce que déjà, on est toujours un peu timide à réclamer son argent, déjà. On se dit, ah ben mince, si je réclame de l'argent à mon client qui m'en doit, mais il ne m'en doit pas depuis si longtemps, il ne m'en doit pas forcément beaucoup. Moi, je dis que c'est une mauvaise idée. Encore une fois, c'est lié à notre image. On fait un bon service, on délivre en temps, en heure, on a 0 défaut, 100% qualité. Donc, il faut qu'en face, la personne soit aussi 100% sans défaut, qu'elle nous paye en temps, en heure. Donc, c'est vraiment, là, il faut se forcer à faire du recouvrement. Le franc recouvrement, c'est la mauvaise image des cabinets de recouvrement qui font des fois du recouvrement à la cow-boy, un peu Far West. Alors ça s'est quand même un petit peu calmé. Il y a quand même des sociétés sérieuses, mais faites quand même attention à qui vous confiez votre argent, parce que là, pour le coup, c'est votre argent. Une facture impayée, c'est 100% de marge qui part en fumée. Hein. Donc, c'est quand même à manier avec précaution, valider. Voilà, faites-vous conseiller, regardez, il y a des syndicats professionnels, donc il n'y a pas de souci. Par contre, les honoraires peuvent être vite élevés parce qu'au prétexte qu'ils prennent un pourcentage sur les sommes encaissées, il peut y avoir aussi des frais fixes cachés, quoi. Donc, les frais, les honoraires, généralement, c'est entre facilement 15 et 20%. Alors évidemment, quand les créances sont élevées, ça peut être dégressif, mais faites bien attention aux frais cachés qui sont des frais d'enregistrement ou des frais de gestion ou des frais de clôture de dossier. On hésite évidemment parce que je ne reviens pas sur la relation commerciale, hein, c'est de se dire, bon, dès que je mets une société de recouvrement, aïe aïe aïe, qu'est-ce que va devenir mon client? Mais la question qu'on peut se poser, est-ce qu'un client qui ne paye pas, est-ce que c'est toujours un client? Voilà un peu le principe. Et puis les acteurs très traditionnels mal perçus, c'est toujours la même histoire liée au métier du recouvrement qui fait que ce métier du recouvrement amiable a été longtemps sans foi ni loi et c'était un peu il peut y avoir des méthodes un peu olé olé, quoi, de pression psychologique voire physique sur les débiteurs. Donc ça c'est évidemment à proscrire. Anaïs, les causes principales des impayés, alors sur lesquelles on travaille, et c'est en même temps aussi les causes principales des retards de paiement finalement. C'est pour ça que c'est tellement important d'appeler avant la date d'échéance de la facture, parce que là vous allez pouvoir éliminer le point 1, ce point 1, litige technique ou commercial, et le point 2. Si vous éliminez ces 2 points, eh bien là, vous avez déjà activé mécaniquement votre encaissement de 40%. Facilement 40%. Parce qu'ensuite, il reste des problèmes financiers que vous ne pouvez pas forcément détecter, même si vous avez fait appel à des renseignements financiers il y a 2 ou 3 mois. À l'instant T, il peut y avoir un problème financier.
Vous voyez, avec ce qui se passe actuellement, ah, bah mince, personne n'avait prévu, là, il y a encore 3 semaines. Et le point 4, la mauvaise foi, ben là, de toute façon, elle est quasiment indétectable et il faudra qu'un jour, on puisse avoir un vaccin contre la mauvaise foi. Anaïs, si tu peux faire passer la suivante. J'en ai parlé, donc on va aller très vite là-dessus. Lettres, appels téléphoniques, contact terrain. On peut envoyer des SMS, des emails, on peut envoyer des nuages de fumée en fonction du vent. Mais finalement, le recouvrement amiable, c'est un modèle télémarketing. C'est ni plus ni moins. Donc, si vous avez à discuter des honoraires avec des sociétés de recouvrement, par exemple, vous leur dites bah, qu'est-ce que vous faites voilà, ils font rien. Il n'y a pas de magie. Vous voyez, regardez, j'ai rien dans les mains, rien dans les manches. C'est des lettres, des appels téléphoniques du contact terrain. Ils s'appuient simplement sur leur papier en tête qui fait que bon, bah, voilà, nous sommes une société de recouvrement. Mais il n'y a rien de neuf. J'ai parlé des profils débiteurs tout à l'heure, entre le négligent, le récalcitrant, le cas difficile et l'irréductible. Donc, c'est vrai que le gentil négligent, on lui envoie une lettre, on lui envoie juste un signal et puis, hop, ça est bon, il va payer. Et plus on monte dans la hiérarchie, on va dire, jusqu'à l'irréductible requin, celui-ci, ben, ce n'est pas des lettres, hein, c'est une formule judiciaire, c'est un bon procès avec un bon dossier, avec des bons éléments qui finalement le contraindra. Sinon, il n'y a pas de solution par rapport à ça. Alors, les mythes du recouvrement amiable, je dirais qu'évidemment, la dégradation du débiteur, quelqu'un qui dépose le bilan, on ne peut rien faire. Quelqu'un qui est têtu, obtus, on ne peut rien faire. Quelqu'un qui est de mauvaise foi et qui joue la montre, si on reste sur l'amiable, on ne peut rien faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut se donner une limite pour le recouvrement amiable. Généralement, 60 jours, c'est suffisant. Ce n'est pas la peine de passer plus de temps parce qu'on a largement le temps. Je dirais même qu'au premier appel, des fois, on a une idée très précise de savoir si on aura un résultat positif sur le dossier. Alors, sur la partie judiciaire, il faut faire attention, effectivement. Il y a des délais de prescription. Donc, n'attendez pas. Les dettes, ça ne se bonifie pas, quoi, hein. Ce n'est pas avec le temps. Donc, ne les gardez pas sous le coude, ça ne sert à rien. Parce qu'à un moment, vous pourriez vous retrouver avec une prescription et qu'on ne soit obligé d'annuler la facture parce qu'elle est dépassée, quoi. Elle ne vaut plus rien. On pourra peut-être en reparler. Anne-Sophie en reparlera tout à l'heure, peut-être. Anaïs. Eh bien, justement, quand le dialogue est rompu, bonne transition. Qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il un autre dialogue? Merci. Alors, donc moi, je me situe dans le prolongement de l'action de Pascal éventuelle, donc en recouvrement amiable, ou comme une alternative à son offre, en tout cas, dans la continuité évidente de ce qu'Anaïs a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire la préparation de la facturation qui est essentielle pour permettre de mener le recouvrement judiciaire s'il y a jusqu'à son terme. Si c'est mal facturé dès le début, ça va être très, très compliqué de forcer le recouvrement. Alors, pourquoi l'huissier pourquoi penser à l'huissier L'huissier, alors je ne sais plus, Alice, s'il n'y avait pas une slide sur juste la profession d'huissier, juste pour que tout le monde ait en tête. Ah ben voilà, c'était celui-là. Voilà. Donc, l'huissier se positionne évidemment comme un professionnel du recouvrement. Et il détient par définition le monopole de l'exécution forcée, ce que vous avez tous en tête, les saisies sur les comptes bancaires et ailleurs également. Mais je me présente également comme chef d'entreprise, comme vous. J'ai 6 salariés, je collecte les impôts, j'ai de la trésorerie à gérer, j'ai également une stratégie commerciale que j'ai mise en place. Et tout comme vous, j'ai aussi des impayés à gérer. Alors, une fois n'est pas coutume, le cordonnier chez les huissiers n'est pas le moins bien chaussé. On fait très attention à ça et généralement, quand on reçoit une facture d'huissier, donc nos clients ont tendance quand même à mieux à être réactifs.
Pourquoi? Est-ce que c'est peut-être parce qu'on a un savoir-faire? Donc, je vois que c'est ce qui effectivement apparaît à l'écran. Depuis donc une profession qui est historique et donc autour du recouvrement. On agit suivant une déontologie. Je vois la remarque de Thierry Galland, je vous répondrai après. Avec courtoisie et fermeté. Et évidemment, on a un sixième sens, un genre de flair pour repérer la mauvaise foi, la mauvaise volonté. Je pense qu'on a un détecteur, les collaborateurs sont formés, je ne sais pas, c'est un sixième sens, on va dire. Donc voilà, tout ça, c'est sur le contexte de l'huissier et j'aimerais qu'on désacralise un peu la fonction de l'huissier, déjà en me voyant. Vous voyez, en chair et en os, l'huissier, c'est aussi un chef d'entreprise, ça peut être quelqu'un de jeune, pas forcément chauve ou grisonnant, ça peut être une femme, une maman, ça peut avoir des baskets, bref, on peut sortir des clichés. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui a un téléphone, qui décroche le téléphone et qui peut vous renseigner. Si vous avez un doute, si vous avez une question sur une facture impayée, il ne faut pas hésiter à appeler votre huissier. Alors, je dis votre huissier, comme je dirais votre avocat, votre coiffeur, votre boucher. C'est important d'avoir dans son environnement, dans ses contacts professionnels, un huissier sur lequel on pourra s'appuyer et qui pourra vous donner des conseils sur l'opportunité ou non d'engager des poursuites amiables ou de pousser sur le judiciaire. Voilà, il faut que vous ayez dans votre environnement votre huissier qui sera votre bras armé si besoin, parce que statistiquement, je pense qu'on peut revenir à la slide précédente, Anaïs. Statistiquement, vous n'y achèterez pas, malheureusement. Donc voilà, là, on peut voir quelques chiffres qui font peur, mais qui sont la réalité. Et c'est pourquoi je vous dis que vous n'y achèterez pas. 25% des faillites de TPE, PME. Alors, je ne sais pas trop quel est le profil des participants aujourd'hui, mais voilà, 25% des faillites sont dues à l'impayé. 73% des dirigeants d'entreprise ont déjà été confrontés à un impayé. Et seulement 30% considèrent l'huissier comme l'interlocuteur privilégié. Alors, j'espère que après ce petit webinaire, vous aurez changé d'avis. En tout cas, le montant perdu, c'est colossal. 56 milliards d'euros de créances sont perdus. Donc, c'est un enjeu énorme, le recouvrement, et il faut vraiment avoir en tête que c'est une stratégie, ça fait partie de votre image et qu'il faut l'avoir en tête depuis le début de la facturation, même depuis le début de la relation commerciale. Il faut avoir cette donnée en tête. Voilà, on peut passer, s'il te plaît, Anaïs. Voilà. Donc, en cas d'échec de la procédure amiable, c'est-à-dire quand les lettres simples recommandées, les appels téléphoniques, les mails, éventuellement les visites domiciliaires sont révélées infructueuses, on a la possibilité, si tant est qu'on soit encore dans le délai pour agir, puisque Pascal a rappelé tout à l'heure qu'il y avait un risque de prescription. Et là, j'en profite pour vous dire qu'il faut agir, je ne vais pas dire au plus vite, mais il faut garder en tête que la recouvrabilité de la facture se dégrade très rapidement. On observe que 6 mois après l'émission de la facture, c'est vraiment très, très dur de procéder à son recouvrement. Il y a une perte de contact, il y a un risque d'insolvabilité qui augmente, il y a une dégradation de la qualité du débiteur. Bref, il faut vraiment avoir en tête qu'il faut agir selon peut-être un process qu'on s'est fixé, mais vraiment ne pas avoir honte de procéder, de partir en exécution forcée, en phase judiciaire en tous les cas. Est-ce qu'on peut passer, s'il te plaît? Alors, donc, quand on parle de l'exécution judiciaire, donc on va essayer de contraindre le débiteur récalcitrant. Donc, là, on est passé, je parle en débiteur. Donc, par débiteur, évidemment, c'est votre client qui refuse, parce que là, du coup, c'est un refus, de régler la facture. Donc, il devient un débiteur. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon, en tous les cas. Et donc, on va essayer de le contraindre et donc d'obtenir de la justice qu'elle reconnaisse la dette.
Il existe plusieurs procédures simplifiées. Donc, une procédure, Anaïs a à juste titre précisé tout à l'heure que le chèque n'était pas un moyen de paiement à privilégier. Il existe une procédure pour les chèques impayés, une procédure rapide qui permet d'obtenir un titre sans passer par un juge, c'est-à-dire que juste en possession du chèque impayé, d'une attestation de rejet et d'un certificat de non-paiement, ces deux derniers documents vous étant communiqués par la banque sur simple demande. Donc avec ces trois éléments, vous pouvez prendre contact avec votre huissier et qui sera en mesure d'émettre un titre exécutoire contre votre débiteur. Donc, le fameux titre exécutoire dont je reparlais tout à l'heure, mais qui est le Graal pour pouvoir procéder à des mesures d'exécution forcée. Donc, ça, c'était la première procédure simplifiée sur la base d'un chèque impayé. Il existe une deuxième procédure qui s'appelle la procédure simplifiée de petite créance, qui est, je crois qu'il y a une slide après, Anaïs, qui détaille un petit peu cette procédure, voilà, qui a été mise en place par le président Macron, ancien ministre, et qui permet de mettre en place une procédure simplifiée pour les créances, enfin pour les factures jusqu'à 5 000 €. Alors, pour ce faire, il y a une plateforme qui a été mise en place, dont l'adresse s'affiche, credicis.fr, qui permet de déposer en ligne les documents qui vont servir à mettre en place donc, la procédure. Donc, je vais les rappeler et je voudrais que s'il y a quelque chose qu'il faudrait retenir sur le recouvrement, c'est vraiment ces éléments que vous devez vraiment privilégier en qualité et en quantité. C'est vraiment l'identité du débiteur. Donc, notez son nom, son prénom, son état civil si vous l'avez. Donc, Anaïs disait tout à l'heure la carte d'identité. Mais c'est également facturer, donc une facture en bonne et due forme avec les différentes mentions obligatoires, mais également bien libellée, donc un nom, pas une enseigne, vraiment le nom de la société, avec un numéro de RCS. Ça, c'est vraiment indispensable également parce que souvent, avec juste si un S qui manque ou si on n'est pas sur la bonne forme sociale, on n'est plus sur la même personne morale. Et du coup, le juge, il refusera de rendre, s'il y a un moindre doute, il refusera de rendre une décision. Des devis signés, acceptés, des bons de commande, des bons de livraison éventuellement. En tout cas, tout élément qui permettra de fonder la créance pour son montant et pour sa nature. Voilà, Anaïs, est-ce qu'on peut passer à la suivante? Je pense que ça continue à parler de… Voilà. Donc, cette procédure de simplifier, je ne vais pas m'étendre trop dessus parce qu'en fait, vous avez juste à déposer les différentes pièces et à renseigner un bordereau sur le site Credicis. Et après, c'est un huissier qui va prendre la main pour mettre en place cette procédure dans laquelle le débiteur est amené à accepter ou refuser de prendre part. C'est-à-dire qu'il peut accepter en disant « Bon, effectivement, j'ai rencontré des difficultés, je vous propose de régler le mois prochain ou je vous propose de régler en 3 fois. » Ou non, de toute façon, jamais je voudrais régler, donc je refuse cette procédure. En fonction de son attitude, ou même s'il ne réagit pas, hein, il a le droit. En fonction de son attitude, soit l'huissier sera donc en droit d'émettre un titre exécutoire, c'est-à-dire s'il a accepté de prendre part à cette procédure de recouvrement simplifié, soit le dossier partira en procédure d'injonction de payer, qui automatiquement, qui est donc la troisième procédure que je voulais vous présenter, qui est la procédure phare et à laquelle tous les huissiers penseront et, pour des factures impayées. Donc, c'est une procédure simplifiée, accessible, pas chère, parce qu'effectivement, le recouvrement, ça a un coût. Et donc, comment elle se matérialise cette procédure? L'huissier, sur la base des éléments que vous lui avez transmis, c'est pour ça que j'insiste fortement sur l'identité du débiteur, de la société ou personne physique, la qualité de la facture, le devis, le bon de commande, un contrat éventuellement lui est approuvé,
et une relance qui peut aussi besoin être une mise en demeure qui peut aussi besoin être régularisée par l'huissier, par lettre recommandée ou par acte d'huissier pour un peu plus d'impact. Donc, sur la base de ces pièces, l'huissier va déposer une requête au tribunal compétent. Donc là, vous en mettez à votre huissier qui sait choisir le tribunal et tout ça sans avocat. C'est l'huissier qui prend en charge pour un coût qui est tarifé par décret. Donc, il n'y a pas de surprise, c'est sans surprise. Les tarifs des huissiers sont sans surprise. Et donc, avec différents éléments qui figurent sur la requête, sachant que cette requête, vous pouvez la déposer vous-même également. Il y a un formulaire CERFA qui existe. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous plonger un petit peu dans l'administratif du recouvrement et donc remplir ce formulaire, trouver le tribunal compétent et l'envoyer au soutien des pièces que vous avez consignées. On peut passer. Si tout va bien, juste sur les pièces que vous avez transmises et la requête, donc voilà, là, je rappelais là, ici les pièces à joindre. Sur la base de ces pièces et de votre requête, le tribunal, sans que le débiteur puisse se défendre, si le tribunal estime que la créance est justifiée pour son montant et sa nature, le tribunal va rendre une ordonnance qu'il va donc transmettre à l'huissier. Et que tu peux passer, Anaïs. Voilà, bon là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais concrètement, vous avez une ordonnance qui est un premier pas vers un titre exécutoire, l'huissier va se charger de signifier, donc de notifier l'ordonnance au débiteur, et cette signification ouvrira un délai d'1 mois au débiteur pour s'opposer et donc souhaiter revenir dans le débat, dans la contradiction devant le juge, ou à l'expiration de ce délai d'1 mois, si le débiteur ne s'est pas manifesté ou n'a pas fait d'opposition en bonne et due forme, l'ordonnance deviendra exécutoire. Et donc, sur simple apposition de la formule exécutoire demandée au juge, l'huissier donc sera en possession d'un titre exécutoire, donc en quelques mois, pour un coût dérisoire, pour lui permettre de procéder au recouvrement forcé. Alors, je pense qu'on peut changer de slide. Voilà. On a d'autres en titre exécutoire sans avoir vu un avocat, sans peut-être de débat contradictoire, puisqu'il n'y a pas eu d'opposition. Et donc, un titre exécutoire, c'est une décision de justice, qu'on peut appeler aussi grosse ou copie exécutoire, qui est revêtue de la petite formule que je vous ai reproduite et de la signature d'un greffier, enfin du greffier en chef et du magistrat qui a rendu la décision. Et qui va permettre à chaque huissier en possession de ce titre de procéder à des mesures de saisie. On peut changer, Anaïs, je pense. Voilà, de procéder à l'exécution. Alors, vous avez vu, on y va graduellement. On a préparé des mails de relance ou peut-être même des mails d'alerte en disant qu'on allait facturer, des mails de relance en disant qu'on allait facturer, qu'on s'étonne de ne pas avoir le recouvrement. On a fait appel à Pascal pour le recouvrement amiable en disant mais lettre simple, lettre recommandée, on continue d'alerter graduellement sans perdre trop de temps. Et là, globalement, en 2 mois, on peut avoir, avec cette procédure d'injonction de payer, un titre exécutoire et donc aller contraindre le débiteur à s'exécuter, à régler. Donc, pour ça, il existe plusieurs procédures. Il existe plusieurs procédures, mais toutefois, l'huissier a quand même besoin d'informations pour mener à terme, pour mener à bien ses décisions, ses procédures, ses saisies. Et là, on en revient du coup aux informations que vous aviez soigneusement consignées en amont, qui vont permettre à l'huissier d'accéder à différentes bases de données pour connaître des éléments de solvabilité. Par exemple, le fichier des comptes bancaires, le fameux FICOBA, qui nous permet, avec une date, un lieu de naissance ou un numéro de RCS, d'accéder à tous les comptes qui ont été ouverts pour le compte d'une personne. Le fichier SIV qui permet de connaître toutes les voitures immatriculées au nom de la personne. On peut interroger les administrations pour savoir si elles ont des biens,
si elles ont, quels sont les revenus, si elles ont des aides. On peut déposer des renseignements sommaires urgents auprès des services de la propriété foncière qui nous permettent également de connaître les propriétés immobilières. Et enfin, on peut faire appel à un détective si on a des doutes et si ça vaut le coup. Évidemment, toutes ces démarches, il faut qu'elles soient proportionnées au montant de la créance. On ne va pas lâcher les chevaux et chercher des renseignements sur des immeubles pour une créance à 550 €. On va regarder s'il y a des comptes bancaires, voilà, on va tenter des choses un peu plus mesurées. On ne va pas engager des frais disproportionnés au regard de la créance. On peut changer. Voilà, donc voilà les différentes saisies, les principales saisies, les plus efficaces en tous les cas. On va toujours tout de suite tenter une saisie sur les comptes bancaires. Et ça va nous donner l'idée, enfin une idée de la solvabilité du débiteur. Savoir si les comptes sont mouvementés, savoir si le compte est largement débiteur. Voilà, en tous les cas, ça fait réagir parce que les banques n'aiment pas du tout les saisies sur les comptes bancaires et donc elles ont tendance à prendre des frais supplémentaires et à alerter leurs clients. Donc souvent, ça crée une réaction un peu épidermique et souvent, enfin, jamais les gens ne sont jamais vraiment contents d'avoir une saisie sur leur compte. On peut procéder aussi à une saisie de meubles. Alors ça reste entre nous, mais c'est vraiment l'occasion de prendre contact avec le débiteur. C'est-à-dire que le contact est rompu, on ne sait pas qui il y a, on va essayer de le faire réagir et donc on va se présenter au domicile au motif de faire une saisie de meubles. Mais vraiment, c'est recréer le dialogue. C'est vraiment voir la personne et l'inciter à prendre un accord de paiement, à faire des petits règlements. En tous les cas, ce qu'on incite toujours à faire, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est d'obtenir des règlements qui couvrent au moins les frais de recouvrement pour que la procédure elle soit au moins indolore pour vous, pour le client. On peut également saisir des rémunérations pour une procédure très simple qui prend un peu plus de temps. Mais juste sur requête, on peut obtenir qu'une partie des revenus de votre débiteur, donc ça c'est évidemment si c'est une personne physique, si c'est une entreprise, ça ne marchera pas, qu'une partie de ces revenus nous soit automatiquement prélevée et reversée jusqu'au solde de la dette. Et une autre procédure qui marche pas mal, on peut saisir la carte grise, donc immobiliser la carte grise, c'est une procédure qui se fait auprès de l'administration. Et ce qui empêchera l'autre débiteur, donc là ça peut être à nouveau une entreprise, d'ailleurs ça marche pas mal, je l'ai fait récemment pour une entreprise qui avait un parc de 25 voitures, on a immobilisé les 25 cartes grises et là je peux vous dire qu'elle a réagi très très rapidement. Donc on n'a pas mis de sabot sur le parking de l'entreprise. Par contre, on lui a signalé qu'elle ne pouvait plus s'en séparer et c'était, dans le cadre de son business, c'était très, très pénalisant. Donc, on a trouvé un accord de paiement confortable assez rapidement. Le but étant évidemment de prendre en compte aussi la situation de chaque débiteur. Et nous, en tant qu'huissier, on n'a aucun intérêt j'allais dire à tuer, mais à pénaliser durement un débiteur puisqu'il faut qu'il soit en mesure de solder et donc de continuer son activité. Donc là, typiquement, dans le cas des cartes grises, si on maintenait la saisie des 25 cartes, la société, elle mettait la clé sous la porte. Donc, on a préféré donner la main levée contre un engagement sur 6 mois de solder, sachant que du coup, on se garde la possibilité de ressaisir derrière les cartes. Voilà, ou la saisie de véhicule, bon, ça c'est le sabot, mais ça se fait difficilement, surtout à Paris. C'est très difficile. Donc, déjà, il y a peu de gens qui ont des véhicules et c'est très difficile de les trouver parce qu'il faut d'abord trouver le véhicule, le localiser pour pouvoir mettre le sabot. Donc, ça prend beaucoup de temps. Voilà les principales mesures d'exécution qu'on peut envisager. Donc, sur le coût du recouvrement, parce que évidemment, c'est pas neutre et il faut l'avoir en tête avant de se lancer dans l'aventure du recouvrement. La phase amiable, comme le disait Pascal, c'est tout à fait libre. C'est pas encadré, c'est pas tarifé, donc ça va être contractuel. Donc, il y aura des frais éventuels pour la mise en place de lettres simples, de visites, de campagnes de mailing, et souvent
un honoraire négocié sur les sommes encaissées. C'est-à-dire qu'on recouvre 1000, on garde 100. N'importe quoi, mais voilà, c'est comme ça que ça va se calculer. Donc, vous ne recouvrerez jamais 100% de votre créance. En phase judiciaire, tous les actes sont tarifés. C'est-à-dire que là, ce n'est pas libre. L'huissier vous ne pouvez pas négocier avec l'huissier. Chaque acte a un coût et ce coût est mis à la charge du débiteur. C'est-à-dire qu'il doit 1000 plus le coût de l'huissier. Donc, tout ça vient alourdir sa dette et on récupère la totalité. Donc, vous faites l'avance des frais, mais tout est récupéré après, si on y arrive, sur le débiteur. Donc, je tempère en disant que il y a évidemment un honoraire qui reste à la charge du créancier, comme pour la phase amiable, mais qui est tarifé par décret. Donc, ça, ce n'est plus négociable, ce n'est pas négociable. Donc, il sera prélevé sur toutes les sommes récupérées par l'huissier. Donc, à nouveau, vous ne récupérerez pas 100% de la créance. Mais il y a un taux dégressif qui est appliqué sur les sommes recouvrées. Voilà pour le coût du recouvrement. Donc là, je pense que c'est un genre de conclusion qui va reprendre tout ce qu'on vous a dit depuis une bonne heure. C'est-à-dire que il y a des bonnes pratiques dans la facturation. Et de toute façon, c'est juste avoir une gestion saine de son business. Et de l'image qu'on veut véhiculer, c'est de demander une garantie à son client. Donc, on a vu tout à l'heure il y avait plusieurs formes de garantie. Et c'est surtout, là, j'enfonce une dernière fois le clou, conserver des pièces de qualité. Donc, demander et conserver un devis signé et accepté, un contrat lu et approuvé, un bon de commande, c'est-à-dire tout élément permettant de fonder juridiquement la créance. Ça, vraiment, s'il y a une chose à retenir, si je peux me permettre, Anaïs, de cette conférence, c'est vraiment toutes ces pièces à conserver précieusement et surtout vraiment à formaliser proprement. Comme l'a dit Pascal, avoir une stratégie recouvrement, ça ne veut pas dire lâcher les chevaux tout de suite, mais préparer des relances et surtout, c'est se désinhiber, c'est ne pas avoir honte d'envoyer des relances. Une fois qu'on l'a admis, qu'on est libéré, on s'adresse simplement et c'est sain en fait de réclamer son dû quand on a bien travaillé. Il est normal que les factures soient réglées. Et si on le voit comme ça, en fait, le débiteur, il le verra comme ça. Il n'y a pas de gêne à avoir. Et donc, voilà, la conclusion, c'est aussi de ne pas trop tarder pour transmettre les documents à l'huissier, parce que comme vous l'avez compris, la situation peut vite se dégrader et il faut battre le fer tant qu'il est chaud, j'ai envie de dire. Merci Anne-Sophie. Merci Pascal. Du coup, il nous reste un quart d'heure pour répondre à des questions. Je vois qu'il y en a qui en ont déjà posé. Il y a une question de Christine et il y a Pascal qui a mentionné qu'il voulait répondre. Donc, je vous laisse répondre. Pour ceux qui ne la voient pas, Christine nous demande si les contrats d'assurance risque professionnel couvrent les risques d'impayés. Alors, en fait, ça dépend de l'option si vous avez une protection juridique. Avec une protection juridique, oui. Maintenant, il faut regarder votre contrat d'assurance si vous n'avez pas cette option protection juridique. Alors, moi, oui. Vas-y Anne-Sophie. Alors, parfois, il y a des assurances qui prennent en charge les frais de recouvrement, effectivement, mais pas l'impayé en total. Hein. Enfin, aussi, peut-être, remarque, tu dois pouvoir tout faire assurer, je pense. Mais ce qui arrive plus souvent, c'est que les frais, les procédures mises en place sont couvertes par les le mot m'échappe, mais par les assurances, quoi, en tout cas. Anthony, oui, merci de poser cette question. Nous sommes en train on va rebrancher les tuyaux, effectivement. La question n'est pas visible par tout le monde, donc je redis. Ah, pardon. Anthony nous dit sefairpayer.com était par le passé interfacé avec Evolise, ce qui n'est plus le cas. Est-il prévu que cette interface revienne dans le futur? Voilà, donc oui, c'est prévu. On est en train de
de rebrancher les tuyaux. Voilà. Comme Pascal l'a dit au début, il a vendu la société, donc le temps de voir comment ça se passait, ça a été en effet coupé, le service. Mais en effet, les discussions et le fait qu'il soit présent aujourd'hui montrent bien qu'on est toujours en bon terme, il n'y a pas de souci. Vous parliez de saisir la date et le lieu de naissance pour les particuliers. Est-ce prévu dans Evolise? Non, c'est pas prévu sur le document la facture. Par contre, dans Evolise, si tu rajoutes des champs dynamiques, par exemple sur ton client, sur ta fiche client, tu peux rajouter autant de champs que tu le souhaites. Donc là, tu peux saisir le lieu de naissance, la date. On peut même joindre des documents. Donc avec le petit trombone, ça permet par exemple si tu as scanné ou pris en photo la pièce d'identité, de la joindre tout simplement sur ta fiche client. Donc, on peut se faire des fiches clients assez complètes avec toutes les infos nécessaires, oui, complètement. Cécilia a posé une question. Je ne sais pas si ouais. Cécilia a posé la question concernant un appui sur une association. Est-ce qu'on peut engager la responsabilité du président? Cette association est dissoute, elle nous dit. Et dissolue. Première partie, oui, on peut engager la responsabilité du président. Maintenant, puisqu'elle est dissoute, peut-être un peu en touche, mais a priori, logiquement, ça devrait être possible. Anne-Sophie, tu vois les questions ou pas? Je te sens. Oui, attends, je change d'écran. Je suis plus sur la question. J'étais sur les questions-réponses et là, c'est sur les questions du webinaire. Alors, donc, moi on a eu à traiter ce genre de dossier, mais on avait d'abord engagé une procédure contre l'association. Ouais. Puis, comme l'association n'avait plus d'argent, elle n'avait plus d'argent. Donc, à ce moment-là, nous, on avait fait une action contre le président. Mais l'association était toujours vivante. Là, alors je ne sais pas si le fait d'être dissolu… non, pour moi, on ne peut pas, Pascal. Ça enlève la responsabilité du président. Je ne sais pas. Peut-être que… on peut en parler peut-être après. Cécilia, à ce moment-là, on en parle avec Anaïs. On pourra peut-être rebondir sur ce dossier. Il y a une autre question. Il y en a même plusieurs. Que conseillez-vous comme montant minimum pour une facture avant de le lancer en recouvrement? Il n'y a pas le minimum. Après, le tout, c'est de voir à quel moment on passe en judiciaire, à quel moment on engage plus de frais. Mais pour une facture à 60 €, on peut y aller. Hein. On peut faire une lettre simple, on peut faire une lettre recommandée. Pascal, qu'est-ce que tu en penses? Encore une fois, il n'y a pas de minimum. Moi, le minimum qu'on ait eu à traiter chez nous, c'est 118,80 €. En fait, c'est même l'âgement, parce que le minimum du minimum, c'était 3,40 €. Il y en a qui font des histoires de principe. Hein. C'était une anecdote, mais en fait, pour tout vous dire, c'était ce qu'il manquait à une addition. C'est l'histoire dans une zone industrielle à Nancy, dans un restaurant. C'est le restaurateur qui enregistre son dossier. Je vois 3,44 €. Je pense qu'il s'est trompé, que c'était 344. Je l'appelle, il me dit non, c'est 3,44 €. Il manquait ça sur la note. Une entreprise venait manger. Là, ils avaient oublié ils n'avaient pas payé les 3,50 €. Du coup, j'ai rappelé le débiteur, puisque c'était bien débiteur pour 3,50 €. Le débiteur râlait comme un pou, mais il avait payé, puis il ne reviendra plus dans cette pizzeria. Mais il m'avait dit, le débiteur, écoutez, je vais régler ça, mais quand on laisse 5 ou 10 € de pourliche au livreur, il ne nous en faut pas toute une histoire. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, dans tous les cas, c'était le minimum. Et à l'époque, donc le coût de l'opération, on vendait déjà les lettres à 10 €. La lettre de relance Déclic, pour parler des produits de sefairpayer.com. Donc, en fait, c'est un état d'esprit. On fait du recouvrement. Oui, des fois, c'est par principe, uniquement par principe. J'ai une question qui concerne Evolise de Sarah. Est-ce qu'un devis signé de façon numérique via Evolise est validé en cas de recouvrement?
J'ai la réponse non, parce qu'on a souvent eu la question. C'est pas ce que vous avez. Alors, sur les factures, il y a une signature, c'est une signature du contenu. Donc, ça, c'est pour prouver que votre facture n'a pas été altérée, donc elle est faite dans les règles de l'art si vous avez un contrôle. On n'a pas de signature qui a une valeur juridique. Pour le moment, encore une fois, c'est quelque chose qu'on voudrait rajouter dans les valises. Ce qu'on conseille, c'est quand vous avez des factures d'un montant, par exemple, nous, chez Evolise, quand on a quand on vend une prestation au-delà de 500 €, on fait signer la facture en ligne via des outils comme DocuSign, par exemple. Enfin, nous, c'est celui qu'on utilise. On s'est fait ce process-là voilà, on s'est mis une limite, mais on aimerait bien, oui, aussi intégrer une signature électronique qui a valeur juridique dans Evolise, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pascal, tu voulais répondre à la question de Christina sur la différence? Oui, en fait, je pensais le faire à l'écrit pour pas faire perdre du temps, et je pouvais peut-être reparler à Christina un peu plus tard, mais en fait, entre le préventif et le curatif, c'est selon que l'on soit laxiste au niveau de l'acquisition client et du crédit client. Si on laisse plus, on laisse de crédit client, plus il faudra être ferme sur le recouvrement. Et à l'inverse, si on est super ferme sur le crédit, on peut être super laxiste sur le recouvrement. Donc voilà, c'est une question de dosage et de stratégie commerciale, par exemple. Voilà. J'avais vu une autre question sur les entre deux lettres. J'ai vu passer quelque chose comme ça. Oui, de Alice. Pour la procédure de relance, de quel délai dispose-t-on entre la première lettre de relance, la deuxième et la troisième, qui doit être en LRAR, il me semble. Ouais. Alors, d'abord, tout de suite, on va éviter de mettre première lettre, deuxième lettre. Je dis sous le ton de la rigolade, parce que là, le débiteur aura tendance, si les joueurs, à attendre la 15e relance. Donc, on ne met pas lettre numéro 1, ou etc. Je considère que la première lettre de relance, elle intervient une dizaine de jours après la date d'échéance. Et puis, la mise en demeure, elle intervient au moment vraiment où vous avez pris la décision de ne plus suivre le dossier en interne. Ça veut dire que là, vous êtes arrivé, vous en avez ras-le-bol, il me prend pour un idiot, je lui fais plus confiance. Donc, j'envoie un signal fort, c'est la lettre de mise en demeure en recommandé. D'abord, ça a la vertu de faire courir des intérêts. Et puis ensuite, vous passez le dossier à un tiers de confiance pour le recouvrement amiable ou judiciaire en fonction on a vu tout à l'heure, des différents profils débiteurs. Si vous pensez que vraiment c'est quelqu'un de ultra mauvaise foi, on ne perd pas de temps et on fait du judiciaire tout de suite. Ouais. Mais voilà. J'ai une question sur comment traduire dans Evolise une facture qui ne sera jamais payée en raison de la liquidation judiciaire du débiteur. C'est une bonne question, Anthony. Je n'ai pas la réponse là, ou en tout cas, je ne préfère pas vous dire de m'avancer ou vous dire de bêtises. Donc, comme à mon habitude, je me renseigne et quand je vous enverrai le replay de cette conférence, je mettrai la réponse à cette question sur comment traiter ce cas. Je ne sais pas s'il faut le mettre en affectation. Donc, je fais une réponse par écrit. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas? Il y a une question. Sophie, il y a Thierry qui avait marqué que c'était une boutade sur la partie stratégie commerciale quand on est ici de justice. Il y avait une question sur les accords par mail. Est-ce que ça a une valeur juridique? Tu veux y répondre? Commencement de preuve par l'écrit, non? C'est ça, Anne-Sophie? Attends, excuse-moi, pardon, j'étais du coup sur la remarque de Thierry. Ouais, pardon. Il y avait une question sur de Mr. C ou de Madame C qui demande si en B2B, un bon accord par mail, ça vaut un devis. Est-ce que ça a une valeur juridique?
Attends, excuse-moi, je ne vois pas où. Est-ce que le mail, est-ce qu'un accord, un bon pour accord par mail a autant de valeur qu'un contrat signé? Non, on n'a pas autant de valeur, mais ça vient quand même au fondement. Enfin, c'est un support. Mais c'est beaucoup. Enfin, c'est un élément qui, voilà, que le juge pourra prendre en compte, mais ça remplacera pas un bon pour accord, un devis signé. Mais c'est pas mal. C'est un début, quoi. Ouais, c'est un bon début. Il y a une autre question. C'est un faisceau d'indices, en fait, qui permettra au juge de dire c'est fondé ou pas. Il y a une autre question sur un cas individuel plutôt. Une société qui réalise des dépannages pour lesquels donc, la société ne fait pas de devis. Anthony nous dit qu'il a entendu dire qu'il devrait montrer ses tarifs avant toute intervention. Pardon. Est-ce que c'est confirmé ou pas? Pour pouvoir procéder au recouvrement, oui, il faudrait que le débiteur soit informé des tarifs et qu'il puisse. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il puisse justifier, lui, qu'il a informé le débiteur. Ouais. Parce que justement, ça rejoint ce que je disais sur les conditions doivent être vues avant le bon de commande ou avant, en tout cas, que l'action soit réalisée. Par contre, si simplement tu montres tes tarifs derrière pour prouver que tu as bien montré si tu as quelqu'un de mauvaise foi, ça peut poser problème. Voilà, exactement. Peut-être les joindre. Ah, c'est pas évident. Ouais. Alors, s'il n'y a pas de devis. moi, ce que j'avais conseillé à un client qui faisait ce même métier, c'était justement de préparer une fiche d'intervention, tout de suite d'avoir une fiche d'information et de faire signer au client qu'il avait été préalablement informé des tarifs, même par téléphone. Oui, c'est pas mal ça. Un peu comme les agents immobiliers qui nous font signer un petit mandat. Exactement. C'était absolument, c'était sur ce modèle-là d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Ah bah voilà, c'est ce qu'il dit à travers des bons d'intervention que l'on fait signer. Ouais. C'est une bonne solution. Ah bah non, il y a encore des questions. Ok, donc il va l'ajouter. Bon, bah si ça pourrait être utile, très bien. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Si jamais il en manque, vous pourrez me les adresser par mail. Je les transmettrai à Pascal et Anne-Sophie si je n'ai pas la réponse. Pardon. Je vais pouvoir tous vous remercier pour votre présence à ce webinaire. Encore une fois, je retrouve certains ou pas demain sur le webinaire qui sera lié au rapprochement bancaire dans Evolis. Donc là, on retourne sur l'outil et ça sera quelque chose vraiment très formation. Vendredi, sur la piste d'audit FIAL, donc un sujet aussi très pointu qui ne sera pas sur Evolis, mais qui sera vraiment d'ordre générique. Je prends note de vos idées pour relancer des sessions la semaine prochaine. Étant donné qu'on sera toujours confinés, on va continuer cette initiative. Donc, pareil, je vous adresserai un mail pour vous proposer les sessions. Si jamais il y en a qui veulent reparticiper, s'inscrire, n'hésitez pas. J'en profite également pour remercier Anne-Sophie et Pascal qui ont pris du temps pour co-animer ce webinaire. Donc, merci beaucoup. C'était top de pouvoir vous avoir. C'est des sujets sur lesquels nous, on n'a pas la compétence. Donc c'est sympa de pouvoir apporter ça à nos participants. Donc, je vous remercie pour votre temps. Eh ben, on te remercie, Anaïs. On remercie tout le monde. Voilà. Merci à dispo. Et merci à tous. Je vois Muriel, je serai là demain. Très intéressant. Donc, voilà. Top. Ah pardon, il y avait quelques questions. Dans Evolis, y a-t-il des relances graduées? Non, Nicolas, il n'y a pas de relance graduée. Vous pouvez envoyer les lettres de relance, mais il n'y a pas un système de graduation. Après, vous pouvez changer le texte dans votre lettre de relance si jamais vous voulez en faire des différentes. Et voilà. Et après, des remerciements à tous. Et puis à bientôt, à demain. Bonjour à ta petite Sophie.
Voilà, Voilà, qui fait recouvrement, prête la pour faire de relève. recouvrement. Voilà, ma successeur. Là, c'est bien, là, tu dédiabolises l'huissier de justice. Voilà. Le diable. Bon, n'hésitez Merci, bon confinement à tous et puis bonne journée. Ouais, Au revoir. merci. revoir. Au revoir.